Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Oui, je suis le coronavirus. Je viens de Chine, je suis un virus. Terreur. Oui, oui. Ah, ça rappelle de grands souvenirs. La salsa du démon, c'était le grand orchestre du Splendide il y a un peu plus de 40 ans de mémoire. Nouveau projet de loi Covid bientôt présenté en Conseil des ministres. Alors, il devait être présenté dès cette semaine, mais la défaite de Brigitte Bourguignon, la ministre de la Santé, a causé un léger retard. Pourquoi ? Parce qu'il y a en ce moment un rebond épidémique. On compterait près de 50 000 contaminations chaque jour. Alors, on suivra bien évidemment pour le futur projet de loi s'il y aura ou non prolongation de l'état d'urgence sanitaire qui prendra fin le 31 juillet et qui permettent au Premier ministre de prendre par décret les mesures qu'on connaît tous déjà, liberté d'aller et venir, liberté d'entreprendre et liberté de réunion, confinement, couvre-feu, ou si un substitut de l'état d'urgence est prévu dans le projet de loi. Sinon, quelles mesures risquent de revenir ? Le masque dans les transports en commun, le pass sanitaire ou vaccinal pour aller boire un café au bar. D'où notre premier débat. Remontée des cas de Covid, craignez-vous le retour des restrictions sanitaires ? Vous êtes 72,9% à dire oui. Avec nous, le docteur Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l'Hôtel-Dieu. Bonsoir Gérald Kierzek. Bonsoir. Est-ce que pour vous, je vais vous demander de faire de la médiumnité, même si pour nous l'émission de voyance sur Sud Radio c'est de 16h à 17h avec Trina Magdine et Alexandre Delovan. Est-ce que pour vous l'état d'urgence va être prolongé au-delà du 31 juillet ou va-t-il y avoir un substitut, j'allais dire un ersatz ? J'en sais rien, moi je le souhaite pas parce qu'un état d'urgence. Vous êtes donc médecin, pas médium. C'est quand il y a une urgence. Oui, je suis ni médium ni politique. Je crois que c'est important parce que le politique peut prendre une décision plus de communication politique que réellement basée sur des faits sanitaires. Parce que l'urgence sanitaire, c'est fait pour une urgence épidémiologique. Je crois que maintenant, à 2 ans du coronavirus, surtout avec les variants BA4, BA5, on a compris qu'on avait des contaminations qui augmentaient, mais que ça n'allait pas décimer la planète. Donc, ce qui était peut-être une précaution sanitaire avec un état d'urgence qui devait être mis en place il y a 2 ans, on n'est plus du tout dans la même configuration. D'autant que les plus fragiles, on a quand même la vaccination pour pouvoir les protéger. Donc médicalement, rien ne justifie un état d'urgence et une prolongation d'état d'urgence. Alors après, le politique peut peut-être prendre cette mesure pour d'autres raisons que des raisons sanitaires. Mais en tout cas, sur le plan médical, je ne vois pas ce qui justifierait de prolonger ces mesures. Et même sur un plan déontologique, mais ça fait des mois que je le répète, je pense que c'est une exception qui a ouvert une boîte de Pandore qui est de créer un état d'urgence sanitaire, des exceptions sanitaires, une discrimination sur des données médicales qui me semble extrêmement dangereuse pour la suite. Philippe Bilger. Docteur, mon cher Gérald, je risque de tomber dans un zeste de complotisme. Est-ce que je suis un peu étonné du fait qu'avant les législatives, on n'ait pas parlé de tout ça véritablement et que depuis, on en reparle et évidemment, je ne doute pas un seul instant du rebond que vous venez d'évoquer. Moi, je n'y connais rien, Gérald. Je suis à peu près le seul Français qui, depuis 2 ans, ne se soit pas considéré comme un médecin. Et donc, j'ai été totalement légitimiste. J'ai suivi les prescriptions du pouvoir dont j'espérais qu'elles étaient inspirées par le bon sens et la science sanitaire. Mais juste une question, Gérald. Qu'est-ce qui permet de départager, par exemple, sur le plan scientifique, votre point de vue tel que vous venez de l'exprimer, d'autres points de vue contradictoires avec le vôtre? Est-ce que ça n'est pas angoissant de ne pas savoir à quel scientifique, quel médecin se vouer? Vous avez totalement raison et c'est pour ça que moi ce n'est pas un point de vue et je n'ai jamais confronté mon point de vue avec celui de confrères pour des raisons simples. Un, il y a la confraternité et donc il faut respecter ses confrères. Donc on a assisté à des débats pour contre complètement hallucinants. Et 2, c'est pas un point de vue parce que ce sont des faits. Et quand je regarde les faits, le taux de mortalité il est de 0,07% depuis le début de l'épidémie. Ça c'est un fait, c'est pas un point de vue. L'âge médian des décès il est de 85 ans, c'est-à-dire au-delà de l'espérance de vie. Et actuellement sur BA4 et BA5, c'est-à-dire Omicron, nous avons des chiffres qui sont des chiffres plus que raisonnables. 845 patients en soins critiques actuellement, pour un total de 20 000 lits. On a 63 admis en soins critiques sur les dernières 24 heures. Stabilité totale. Tous les jours en réa,
ou en soins critiques, il y a des gens qui rentrent et qui sortent. D'habitude, on ne fait pas des PCR, d'habitude, on ne donne pas ces chiffres, d'habitude, on n'a pas des tableaux de bord comme ça qui permettent de justifier ou pas des décisions. C'est la vie normale de l'hôpital. Donc je crois que le vrai problème, et encore une fois, alors pour le coup là, c'est un point de vue de politique de santé qui est de dire on a un hôpital qui est à l'os, mais pas depuis 2 ans, depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans. Donc soit on prend les bonnes mesures, et à ce moment-là, on va pouvoir gérer le Covid, la grippe ou la canicule, soit on ne prend pas les bonnes mesures, et les bonnes mesures, c'est pas rester chez vous ou vacciner les gens de force, c'est pas ça les bonnes mesures. Les bonnes mesures, c'est de renforcer le système de santé, et à ce moment-là, on sortira de cette hystérisation du débat, de cette folie dans le débat, mais factuellement, sur les chiffres que je vois, c'est quand même dingue qu'on soit obligé de se poser ces questions, est-ce qu'il faut refermer le pays ou pas en 2022 dans un grand pays comme la France? Lydia Guirousse. Oui, moi j'ai été frappée pendant ces 2 années par une forme d'addiction en fait à ces nouveaux indicateurs. Oui. Que ce soit le nombre de morts, avec donc c'était Jérôme Salomon et Jérôme qui venait Salomon. tous les soirs nous annoncer qu'il y avait je sais plus combien de morts, et puis alors on faisait dans les différents médias il y avait des grandes courbes, voilà, c'était formidable, il y avait Excel qui fonctionnait pour sortir des graphiques. Donc j'ai l'impression qu'il y a cette... que je fasse un mauvais jeu de mots. Je vous en prie. C'était Excel, mais c'était pas excellent. Et voilà. Mais ça a développé... Parce que vous en faites de bons, mon cher Philippe. Ouais. Donc il y a une addiction comme ça à ces chiffres, à cette peur. Et je me demande si dans la société française aujourd'hui, on n'a pas cette envie de retrouver cette peur, ces masques. Et moi, ça me surprend énormément parce que j'ai trouvé cette période sinistre, surréaliste, avec une perte de repères, de sens de la liberté et surtout de générosité vis-à-vis des plus jeunes, parce qu'on a quand même sacrifié les plus jeunes, et y compris ceux qui sont à l'école, même dans les crèches. Il fallait voir les protocoles dans les crèches. Moi, j'ai une fille qui est en crèche, il fallait que je la mette par terre, pour que l'assistante maternelle la prenne, parce qu'il ne fallait pas la prendre dans les bras des parents, alors qu'on était masqués, qu'on était vaccinés. Et vous imaginez, les microbes peuvent sauter. Enfin, on a perdu vraiment il y avait plus d'humanité. Les gens se voyaient comme des menaces potentielles. Est-ce que vous pensez, docteur, qu'on peut véritablement retourner vers ça? Et l'autre élément, je voudrais vous interroger sur les pertes de chance pour les autres pathologies. Comment est-ce qu'il y a véritablement eu... Oui, je vous en prie. Il y a eu des pertes de chance, bien sûr, les dépistages de cancer, les opérations repoussées, etc. Mais après, on ne peut pas refaire l'histoire, et on ne peut pas reprocher qu'en mars 2020, on ne savait pas ce qu'allait nous tomber sur la tête. Bien sûr. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on est prêt à faire face? Je ne comprends pas que depuis mars 2020, le système hospitalier n'ait pas été dopé et qu'on soit encore plus dans la panade. Regardez le CHU de Bordeaux, malgré toute la bonne volonté des autorités, etc., est obligé de filtrer ses urgences, est obligé de fermer des lits cet été, etc. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a créé des lits? Non. On a dépensé 600 milliards. Est-ce qu'on a dopé le système hospitalier? Non. C'est juste hallucinant. L'autre chose qui est hallucinante, c'est qu'on soit incapable de prendre de la hauteur sur les chiffres et de regarder que finalement, c'est une pathologie qui touche les plus fragiles. Donc, protégeons les plus fragiles et laissons les jeunes tranquilles, laissons les bébés tranquilles. Vous avez raison de dire qu'on a traumatisé toute une génération. Quant à cette addiction à la peur, elle existe. J'étais dans le métro tout à l'heure. Les gens ont peur. Vous le voyez dans leur regard. Ils ont des masques FFP2, etc. Donc, on a créé une espèce de génération d'hypochondriaques, une peur, une défiance dans le regard des gens. Et ça, je pense qu'en termes d'humanité, c'est terrible. Et même en termes de système immunitaire, parce que la peur, ça baisse l'immunité. Oui. Et on devrait faire l'inverse. On devrait donner un booster psychologique aux gens, leur rappeler ces chiffres qui sont des chiffres qui touchent les plus fragiles, des gens qui sont déjà malheureusement très souvent en fin de vie avec des comorbidités qu'on peut protéger maintenant avec le vaccin, mais les autres, laissons-les vivre. Et malheureusement, tout ça, on est incapable de prendre cette hauteur-là. Alors j'espère que le politique, maintenant qu'il n'y a plus d'échéance électorale, ni présidentielle, ni législative, va prendre cette hauteur-là. Et j'aimerais que mes collègues, mes confrères qui se sont déchirés les uns les autres, prennent un peu cette hauteur-là. Parce que c'est notre devoir déontologique de médecin de ne pas faire peur. On ne doit pas être ni alarmiste, ni rassuriste, mais un médecin, son devoir, c'est quand même d'être rassurant. Anne Monsouret. Eh bien, moi, je ne suis pas médecin, je n'ai pas d'expertise dans la matière. Mais en revanche, j'observe la vie politique de notre pays depuis plus de 40 ans. Et ce que je peux vous dire, c'est que j'ai constaté depuis le début de cette épidémie
que le politique, je ne veux accuser personne en particulier, a mis en œuvre un système qui est vieux comme Machiavel. Ça s'appelle le machiavélisme et ça consiste à faire peur. Alors on a fait peur avec, on a commencé par faire peur avec les problèmes écologiques. Bon, ça a été une terreur. Les gens, ils avaient peur. Moi, j'ai un petit-fils qui était convaincu que la planète allait être complètement désertifiée. Et il souffrait d'une Thunbergite, lui, c'est ça? Oui, c'est ça. C'était la maladie de Thunberg qui arrive de Suède. Voilà, et ça a été très traumatisant pour plein de jeunes gens. Et ça, c'est une chose. Après, on est passé à la guerre. Alors, Monsieur Macron nous a expliqué que on était parti en guerre contre un virus. Bon, d'accord. Alors ça, au lieu de nous rassurer, on nous a mis, comme le soulignait précédemment Lydia, on nous a mis la tête de Monsieur Salomon tous les soirs pour décompter. J'aurais bien voulu qu'on décomptât le nombre de cancers qui partaient tous les jours aussi, parce que ça aurait été quand même le minimum. Et puis, alors après, il y a eu la guerre en Ukraine. On a eu peur aussi donc, de mon point de vue, en tant que politique, je constate qu'après avoir crétinisé, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, pendant des années, avec une école qui ne remplissait pas son rôle, avec des formations qui ne remplissaient pas leur rôle, la population, eh bien, on a essayé de lui faire peur et de la tétaniser. Et là, je pense très sincèrement, sans vouloir être particulièrement critique, que pour éviter ce qui risque de se produire à la rentrée, on va nous mettre une ressucée d'épidémie de Covid. Gérald Kierzek. Oui, vous avez raison. Machiavel disait, si tu contrôles les peurs, tu contrôles les âmes. Et effectivement, on a un peu l'impression de ça, sauf que moi, en tant que médecin, mon devoir déontologique, mon obligation déontologique, c'est de ne pas être complice de ça. Et donc, j'aimerais que tous les médecins ne soient pas complices de cette peur, effectivement. Et encore une fois, après, le politique, il fait ce qu'il veut, mais le médecin, il n'est pas là pour faire peur. Et toute personne sensée qui regarde les chiffres et qui est un peu honnête sait que c'est une crise structurelle. Vous savez que dans cette émission, je l'ai maintes et maintes fois répété au plus fort de la crise en disant, mais attention, calmons-nous. Calmons-nous. Encore une fois, il ne s'agit pas de nier, mais il ne s'agit pas d'alarmer. Le problème, il est structurel. Qu'a-t-on fait sur le problème structurel? Qu'a-t-on fait justement pour rassurer les gens en disant l'hôpital est là pour pouvoir vous dépister, vous opérer de votre cancer et vous soigner de votre Covid? Eh bien, on n'a rien fait malheureusement. Donc Anne, je suis assez d'accord avec vous sur cette instrumentalisation des peurs. Mais moi, en tant que médecin, je n'ai jamais été complice de ça et je ne le serai jamais. Avant de vous redonner... Oui, allez-y. Est-ce que vous êtes senti un petit peu seul en tant que médecin qui refuse de se rendre complice de cette peur généralisée ces 2 dernières années? Non, pas seul, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de médecins sur le territoire. Il y a 250 000 médecins. Sauf qu'il y en avait une dizaine, sauf qu'il y en avait une dizaine ou une quinzaine à la télé, soigneusement ou dans les médias, soigneusement choisis. Donc, je pense que cet alarmisme, en particulier de l'assistance publique hôpitaux de Paris, de réanimateurs qui ont un boulot difficile, qui manquent de moyens, qui sont peut-être inconsciemment, se sont un peu servis de cette crise, mais pour la bonne cause, j'allais dire. D'autres pour peut-être un quart d'heure warolien, je ne sais pas. En tout cas, quand je discute avec les confrères de province, beaucoup de gens me disent merci en fait, parce que on n'était pas du tout isolés. Je pense qu'il y avait une minorité agissante et une majorité silencieuse surtout. Philippe Bilger. La seule chose qui me gêne un petit peu dans le point de vue de nos 2 chroniqueuses, c'est le fait que lorsqu'elles parlent même si elles n'ont pas tout à fait le même point de vue, lorsqu'Anne parle d'une stratégie de la peur, ça laisse entendre que nous aurions un gouvernement malfaisant par dessein, alors qu'on peut sans doute discuter la manière dont il a géré cette pandémie, mais je ne crois pas qu'on puisse le suspecter d'avoir voulu mettre en branle un processus d'intimidation et de peur pour faire de nous des futurs malades plutôt que des citoyens. C'est ça qui m'a toujours gêné dans les débats, c'est que on présumait que le gouvernement était maladroit par dessein et par une volonté maligne. Alors, ça ne l'excuse pas s'il a été maladroit par inexpérience ou parce qu'il a écouté les mauvais médecins au lieu d'avoir simplement l'écoute de notre ami Kierzek. Non, je réagir. pense qu'il y a eu un facteur qui a été très prégnant, c'est que la jeunesse
du gouvernement a fait que, vous savez, quand on est jeune, on pense toujours au lendemain et on a toujours le sentiment qu'il faut préserver son avenir. Et je pense que la jeunesse de ce gouvernement a fait qu'ils ont tous eu la pétoche de se retrouver dans un remake du Sang contaminé. J'ai l'impression qu'ils avaient peur de voir leur responsabilité personnelle engagée. Ça a été particulier le jour où, je ne me rappelle plus exactement à quel moment, on a débarqué à 6h30 du matin chez plusieurs ministres, Édouard Philippe, ministres, etc. Et ils ont eu très très peur. Et moi j'ai vécu de très près l'affaire du sang contaminé. Et je peux vous dire que c'est quelque chose qui hante littéralement les politiques, parce que ce principe de précaution qu'on peut mettre en permanence au-dessus de la tête, c'est quelque chose qui vous panique. Et d'autant plus qu'on est jeune. Parce que quand on est vieux, son avenir, on prend ses responsabilités et puis on se dit... Bien sûr. Voilà. Enfin, il y en a un qui n'a pas de responsabilité pénale du coup engageable, c'est le président de la République. Et d'ailleurs, il faut quand même lui rendre à César ce qui est à César. C'est-à-dire qu'en janvier 2021, seul Bien contre sûr. tous, on l'avait traité d'épidémiologiste premier, il a dit on ne confine pas, et il a eu raison. Bien sûr. Alors après, il a changé son fusil d'épaule avec le vaccin quasi obligatoire, etc., pour des raisons probablement politiques, une élection de premier tour avec des baby-boomers qui avaient peur qu'il fallait protéger avec le vaccin. Donc il a débranché, j'allais dire, Véran à l'époque, alarmiste, super virus, super ministre, au passage. Mais en janvier 2021, il l'a débranché et ça a été extrêmement tendu entre eux. Et Véran voulait tout confiner, Édouard Philippe aussi, etc. Et Macron a dit non, on garde le cap, rappelez-vous de cette expression. Et heureusement, et on peut lui en rendre grâce, vivre avec, heureusement. Et il a rebranché les alarmistes en fin d'année pour pouvoir passer à l'Assemblée nationale le pass sanitaire et préparer l'élection de premier tour. Lydia Guéron, Et le puis, mot de la fin. il faut se souvenir aussi que les oppositions, et notamment les Républicains, étaient parmi les plus alarmistes et parmi les fameux enfermistes. Effectivement, en janvier, Valérie Pécresse souhaitait que l'on ferme les écoles, qu'on repousse la rentrée scolaire, un confinement pour les personnes non vaccinées. Oui. Et le gouvernement Emmanuel Macron avait refusé ces options-là. Pourquoi ? Parce que simplement, il y avait des échéances électorales qui arrivaient, et on sait très bien que l'électorat de ces partis politiques est plutôt un électorat âgé, et donc on le soigne, on est aux petits soins, et on sacrifie de belles valeurs comme la liberté et peut-être l'insouciance de la jeunesse. Je peux vous poser une question, une réponse en 30 secondes, Gérald Kierzek. BA4, BA5, les nouveaux variants, on nous avait dit qu'Omicron c'était limite Ebola. C'est quoi BA4, BA5 ? C'est très dangereux ou pas ? Non, c'est Omicron, c'est notre chance à la limite, puisque c'est un virus qui ne conduit pas à des hospitalisations. Regardez ce qui se passe au Portugal, regardez ce qui se passe partout. Ce sont des formes bénignes, des cas de contamination. Si on arrêtait les tests, on ferait beaucoup d'économies déjà, parce que moi ça m'inquiète, le pognon qui est dépensé pour rien, et en plus ça affole les gens. Merci Gérald Kierzek qui fait des analyses sur Omicron au millimètre, voire même Omicron. Merci à vous. Il est très bon ce jeu de mots, Philippe Bilger, mais vous ne l'avez pas compris. Le premier débat, remontée des cas. Mais je l'ai parfaitement compris. Remontée des cas de Covid. Pour une fois, un joli jeu de mots. Craignez-vous le retour des restrictions sanitaires ? Vous êtes 73,2% à dire oui. Ça vous dit une petite chronique politique de Philippe Rossi ? Eh bien, c'est parti. Bien sûr. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.